Tout débute en 2018, à Yellowstadt, au sud d'Oslo, lorsqu'un fermier décide de faire des travaux de drainage sur son exploitation. Mais dans son champ se dresse le Hjelmund, un des plus grands tumulus de Norvège. Ce dôme de terre dans lequel on inhumait les morts illustres date de la période viking. Suspectant la présence d'autres vestiges, des scientifiques ont donc décidé de procéder à une évaluation archéologique du champ. Ils utilisent une technologie non invasive pour sonder la Terre, le géoradar. Des ondes électromagnétiques tapissent le terrain pour en dévoiler sa composition. Les archéologues sont alors capables de repérer des formes enfouies dans le sol depuis des siècles. Et à leur grande surprise, la forme d'un bateau se dessine clairement. Suite à cette incroyable découverte, le musée d'histoire culturelle de l'Université d'Oslo entreprend une fouille préliminaire en juin 2019. L'archéologue Christian Rotsrud dirige ces fouilles. On peut voir que le bateau s'étend de ce bâton au sud jusqu'à celui-là au nord, où se trouvent l'étrave. Le navire mesure environ 20 mètres de long. Très vite, les chercheurs découvrent les premiers restes du navire. On a creusé jusqu'à 60 cm de profondeur. On peut voir les restes de planches. Puis un chevauchement qui monte ici, puis encore une planche, et encore un chevauchement, et ainsi de suite. Le géoradar montre la présence de la pièce maîtresse de la charpente du bateau, la quille. Pour déterminer précisément sa profondeur, Christian entreprend un prélèvement. Ça y est, on a trouvé du bois. La quille est la partie la plus basse d'un bateau. Elle se trouve ici à 75 cm de profondeur, ce qui indique que la partie supérieure du bateau a disparu, certainement rasée lors de travaux agricoles. Mais la découverte reste exceptionnelle. Dans ce champ gît un bateau-tombe. Avoir pour sépulture un bateau-tombe est le signe qu'un chef puissant est enterré dans ce champ. Les navires étaient des objets rares et précieux. Les enterrer était un énorme sacrifice pour la communauté. Des mets, des armes, des bijoux et parfois des animaux accompagnaient le mort pour son dernier voyage. Il construisait une chambre funéraire autour du défunt. Il recouvrait ensuite l'immense cercueil de terre et de branchages. Avant le bateau-tombe de Yellowstadt, seulement 3 autres navires de cette envergure ont été découverts en Norvège. Le Gokstad en 1880, le Thun en 1867 et enfin l'Osberg, découvert en 1903. Cela fait donc plus de 100 ans qu'un bateau-tombe princier n'avait pas été exploré en Norvège. Le Gokstad, le Thun et l'Osberg sont exposés au musée du navire viking d'Oslo.
Le professeur Jan Biel en est le conservateur. La plupart des connaissances que nous avons sur les bateaux-tombes datant du début de l'ère viking proviennent des bateaux exposés dans ce musée. Le plus important d'entre eux est le navire d'Oseberg. L'Oseberg est le navire viking le mieux conservé au monde. Et c'est aussi le plus ancien qu'on a pu vraiment étudier en détail, du moins jusqu'à maintenant. Il a été utilisé comme navire funéraire pour 2 femmes. Le navire lui-même était énorme. Il était rempli de beaux objets, principalement en bois. Le tumulus d'Oseberg a été fouillé en 1904, révélant un navire exceptionnellement bien conservé, mesurant 22 mètres de long et 5 mètres de large. L'argile bleue de la butte a constitué une protection hermétique et toutes les matières organiques comme le bois ou le cuir, ainsi que le métal, ont été préservées. Écrasé par le poids du tertre, ce magnifique traîneau finement décoré a été réassemblé à partir de 1000 pièces. Ces remarquables têtes d'animaux traduisent la maîtrise atteinte des sculpteurs vikings. Tiré par des chevaux, ce chariot devait être utilisé lors de processions religieuses. Il est orné de personnages et d'animaux que l'on retrouve aussi sur des textiles en laine. Enfin, les sculptures de l'étrave et de la poupe sont les plus belles et les plus étendues jamais trouvées sur un navire viking. Quand on regarde le navire d'Oseberg, on peut essayer d'imaginer à quoi ressemblait le navire de Yellowstadt. On retrouve probablement les mêmes caractéristiques, avec ces belles décorations qui ont été moulées sur tout le pourtour du bordage. Et on peut aussi imaginer que le navire de Yellowstadt a dû être construit de la même façon, avec une poupe, en hauteur, comme celle du bateau d'Oseberg. À cet endroit du navire d'Oseberg où je me tiens se trouvait exactement la chambre funéraire. C'était une construction massive qui partait du mât et s'étendait sur environ 5 mètres vers l'arrière du bateau. Elle faisait plusieurs mètres de haut. Ça ressemblait à une grande tente faite de planches en chêne massif. C'était une construction très soignée. Il fallait que cette chambre funéraire reste intacte pour l'éternité. Hélas, cela n'a pas été le cas, à cause du poids du monticule qui a fait pression sur tout le navire et la chambre. Tout a été détruit. Construit en 820 sur la côte ouest de la Norvège, le navire d'Oseberg est un témoignage unique de l'ère viking. Mais les liens entre les peuples scandinaves et la mer sont beaucoup plus anciens. L'enquête nous mène tout au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire, à Tromsø. Dans les réserves du musée de l'Université arctique de Norvège sont stockés les rares vestiges archéologiques
qui témoignent du peuplement de la Scandinavie. Voici une pagaie. C'est l'une des plus anciennes trouvées dans le nord de la Norvège. Elle date d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ. En voici une autre, presque exactement du même âge. Elle a été trouvée au nord de Tromsø. Les preuves que l'on a des premiers sites de peuplement le long de la côte norvégienne montrent que la colonisation a eu lieu très rapidement il y a environ 11 500 ans, depuis l'extrémité sud jusqu'à l'extrémité nord. La côte a été colonisée en 200 à 300 ans. C'est donc une colonisation étonnamment rapide. Quand les glaciers ont reculé, cela a créé un rivage au bord de la mer et les gens ont pu voyager le long du littoral. Mais les populations sont restées sur la côte. Même si la glace était peut-être encore présente près du rivage, avec leurs bateaux, ils pouvaient voyager rapidement et exploiter les ressources marines. Les bateaux ont donc été des éléments indispensables. C'étaient des outils essentiels à la survie. Les Vikings sont devenus de grands marins. Ils ont su perfectionner leur technique de navigation. Les pagaies se sont allongées pour devenir de longues et puissantes rames capables de propulser d'imposants navires. Voici une rame complète d'un navire appartenant à l'âge viking. Pendant l'âge du fer pré-romain, les Vikings ont commencé à expérimenter. Et ils ont fini par trouver la forme exacte de rame qu'ils allaient utiliser. Ils ont accompli des choses révolutionnaires. Cela a changé complètement la façon dont on utilisait les bateaux, leur potentiel et ce qu'ils étaient en mesure d'accomplir. Il y a 11 500 ans, le peuplement de la Scandinavie s'est fait par la mer. Dans un environnement à la fois grandiose et hostile, ils ont su profiter des richesses abondantes de l'océan pour se nourrir et s'installer durablement. Au 8e siècle de notre ère, les Vikings exploitent tout ce que la mer peut leur offrir. Poissons, mammifères marins, crustacés ou encore coquillages. Les algues auraient pu leur servir de combustible. Elles entraient aussi dans leur alimentation. Ces mêmes algues avaient des vertus médicinales. La mer et ses bienfaits étaient donc des éléments fondamentaux dans le quotidien des Vikings. À Yellowstadt, les fouilles débutent. Une immense tente est montée pour protéger le site des intempéries.
Et déjà, la structure du bateau se dessine sur le sol. À cette profondeur, le travail des archéologues doit être minutieux, pour ne pas manquer les quelques fibres de bois qui ont survécu aux terres acides. Il faut donc prendre son temps. Les fouilles vont durer plus d'1 année. Ici, on peut voir de manière très visible de belles taches sombres sur le sol. Je pense qu'il s'agit de résidus de bois. C'est probablement la construction qui était située au-dessus de la chambre funéraire. Mais à un moment donné, tout cela s'est effondré. Sans doute à cause du poids des sols du tumulus funéraire situé au-dessus. La terre a tout enfoncé et a rempli la chambre. Là, on commence à trouver des os. C'est peut-être une omoplate ou peut-être une partie d'un os de la jambe. Je pense que c'est une partie d'un os assez grand. Sans doute des fragments d'os d'un gros animal. Ou d'un homme. Vraiment un homme de grande taille alors. Non, je pense qu'il s'agit d'un cheval ou peut-être d'une vache. Difficile de le savoir sans enlever la couche supérieure de la terre. Cette configuration est en quelque sorte similaire à celle du navire d'Osberg. Nous avons ces gros animaux qui ont été placés dans le navire, probablement dans le cadre d'un sacrifice, pour accompagner le défunt. D'ailleurs, on s'attend à trouver d'autres objets à côté. Ces objets nous permettront de mieux comprendre le rituel funéraire. Et à partir de là, on en saura plus sur le personnage qui est enterré ici. On saura mieux à qui on a affaire. Au-delà de ces premiers indices, ce bateau-tombe pose de nombreuses questions. Quelle est l'histoire de ce navire? Quand a-t-il été construit? Était-ce un bateau à rame ou à voile? Qui étaient les Vikings qui ont enterré ce bateau? Avant d'être un guerrier ou un marin, le Viking est avant tout un paysan. Son quotidien est rythmé par les travaux de la ferme. Les Vikings cultivent des céréales comme le seigle, l'orge et l'avoine. Mais aussi des légumes comme les champignons, les carottes, les choux et les radis. Ils élèvent des poules, des vaches, des porcs, des moutons et des chèvres. Les activités artisanales permettent de produire les objets et les outils de la vie quotidienne. Les Vikings sont donc bien loin de se réduire à des guerriers féroces, ne connaissant rien d'autre que la force. Bâtir, cultiver, fabriquer, embellir constitue le socle de leur vie en commun. Mais un artisan en particulier a un rôle de premier ordre dans la société viking. Le forgeron. Le sol de la Scandinavie regorge de fer, un métal nécessaire à la construction des bateaux. 6000 clous et rivets ont été retrouvés lors de la fouille du bateau-tombe de Gokstad. Cela représente 80 kilos de fer. Forger autant de clous est un travail colossal.
Il n'est donc pas étonnant qu'à Yellowstadt, les archéologues mettent au jour une multitude de clous. Tu vois, ici on a un cluster de clous. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Si les planches en bois ont souvent disparu, dissoutes dans le sol, les clous en métal, eux, ont mieux résisté à l'usure du temps. C'est fantastique. Là, on a de belles rangées de clous. Ils sont exactement là où on pouvait s'y attendre. Oui. Il y en a tous les 15 cm. Effectivement, à peu près tous les 15 cm. Donc pour l'instant, on arrête de creuser plus profondément. On va d'abord sortir tous les clous de cette rangée. On peut suivre très clairement la ligne jusqu'à la poupe. Les planches ne sont pas horizontales. Elles remontent comme ça jusqu'à la poupe. Et bien sûr, ils ont dû utiliser beaucoup de clous car les planches deviennent vraiment plus étroites. Oui. Il va y avoir beaucoup de clous ici. Je pense qu'on va bientôt commencer à avoir une idée de la forme du bateau. Ça se présente vraiment très bien. L'emplacement de chaque clou est une information capitale. Ils sont géolocalisés avant d'être prélevés. Mais pourquoi les clous et leur position sont-ils si importants pour les scientifiques? Pour le savoir, il faut comprendre comment étaient construits ces bateaux. Au Danemark, au musée de Roskilde, se trouve le plus grand chantier naval de bateaux vikings. Ici, les navires sont bâtis avec les outils et les méthodes anciennes. Martin Deal est le constructeur en chef du chantier naval. Un bateau comme celui-ci est construit d'une façon précise. On commence par faire un biseau sur cette planche, comme ça, et puis on met une autre planche au-dessus. C'est comme ça qu'on fait la courbure du bateau. Et à l'endroit du chevauchement des deux planches, on met un petit morceau de laine, comme celui-ci. C'est tout simplement comme ça qu'on rend la coque étanche. Ensuite, on va percer un trou ici. Je pense que là, c'est bon. Ouais. Et puis on prend un clou en fer, comme celui-ci, qu'on enfonce dans le trou. À l'intérieur, vous avez un rivet carré comme celui-ci. Et quand on assemble le tout, on obtient notre structure à clin. Perfectionnée par les Vikings, cette technique dite de bordage à clin a révolutionné la navigation. Les bateaux à clin sont constitués de planches biseautées qui se chevauchent pour donner la courbure du bateau. Toutes les planches sont fixées entre elles par des clous et des rivets. Cela représente des milliers de clous et autant de rivets. Leur nombre, leur forme et leur position
permettent aux archéologues de reconstruire les bateaux-tombes. Lorsqu'on trouve l'empreinte d'un navire dans le sol, que tout le bois s'est décomposé et qu'il ne reste plus que les clous en fer et les rivets, on peut déduire malgré tout beaucoup d'informations à partir de ces éléments. En étudiant la longueur des clous et les résidus de bois emprisonnés dans la rouille qui les entoure, ça nous indique l'épaisseur des planches. Si les clous mesurent 5 cm de long, alors vous savez que les 2 planches qu'ils assemblaient mesuraient 2,5 cm chacune. Ainsi, vous pouvez voir la largeur des planches et vous pouvez voir qu'elles se réduisaient en allant vers la poupe et vers la proue. Les clous en fer peuvent aussi vous indiquer la distance qui séparait chaque trou de rame. On peut aussi mesurer la longueur de chaque planche. Et puis, on peut savoir combien de rameurs il y avait à bord, ainsi que la distance entre chaque rameur. On peut donc connaître toutes les dimensions du navire. Quand on a une construction avec des planches qui se chevauchent et des clous, on obtient en fait un bateau plus flexible. Bien sûr, on essaye de le rendre le plus solide possible. Mais quand ce bateau navigue en mer, il fléchit, il bouge et rebondit. Et vous pouvez voir que si je le secoue comme ça, tout le navire bouge. Ces clous jouent donc un rôle essentiel dans la navigation. En rendant les bateaux moins rigides, ils leur permettent d'affronter la mer sans se briser sur les vagues. À Yellowstadt, après avoir prélevé les couches supérieures de clous, les archéologues mettent au jour les rangées inférieures. C'est à l'envers. Donc ce sont les rivets. Tu peux les mesurer et puis simplement retirer le bloc. Ruben Wyss est conservateur au musée culturel d'histoire de l'université d'Oslo. Il s'assure de la bonne conservation des prélèvements. Le rivet est abîmé ici, mais tant qu'on peut le préserver, on pourra l'analyser au labo. Dans les laboratoires de l'université d'Oslo, Ruben entreprend la seconde phase de son fastidieux travail. Scanner au rayon X les centaines de clous du navire de Yellowstadt. Il obtient ainsi une image très précise de la forme du clou, tout en le préservant dans la terre dans laquelle il a été prélevé. Ces clous sont tellement fragiles qu'il faut les conserver tels quels. Salut Ruben. Salut. Tu les as passés au rayon X? Oui, voici les scans. Cool. Et ils donnent beaucoup d'informations. Oui. Je peux voir beaucoup de détails. En fait, nous regardons une planche très détériorée ici, n'est-ce pas? Très probablement. Ça, c'est la partie supérieure du rivet. Oui. Ah, ça, c'est le fond du navire. Et ça, c'est le sol.
Et on peut calculer l'épaisseur de la planche en regardant ce chevauchement entre les deux planches. Et ça, c'est la version 3D complète de celui-ci. Oui, on a réussi à le préserver, même s'il a des fissures. Il y a beaucoup de cassures. Mais on peut aussi voir qu'à certains endroits, le bois minéralisé est encore présent sur le rivet. En travaillant comme on l'a fait durant les fouilles, en mesurant chaque rivet et en le géolocalisant, cela permettra à la fin de tous les intégrer dans un grand modèle 3D. Et puis en complétant avec toutes les autres données, on sera en mesure de reconstruire un modèle du bateau. Construire un bateau est une opération longue et complexe. Si les clous sont un élément essentiel de la structure du navire, la laine des moutons est elle aussi importante. Les Vikings l'utilisent pour concevoir les voiles. Une fois tissés, on leur applique un fongicide. Les Vikings font bouillir des écorces de chêne dans l'eau, puis aspergent les voiles. Le charpentier, lui, fabrique toutes les planches nécessaires à la construction de la coque du bateau. Beaucoup de temps et de nombreuses ressources sont donc nécessaires. On comprend bien le sacrifice que représentait l'enterrement d'un navire pour la communauté. À Yellowstadt, les mois passent et les fouilles avancent lentement. Mais il y a peut-être une raison à cela. Christian vient de découvrir que la sépulture a peut-être été pillée. Ici, on voit que quelqu'un a donné un coup de pelle dans le sol. On a creusé en partant de l'extérieur et en allant vers ce côté du navire. Puis, les pilleurs ont continué à creuser une tranchée jusqu'à la partie centrale du navire pour accéder à la chambre funéraire. On peut distinguer beaucoup de couches différentes, mais on voit bien qu'elles sont toutes assez perturbées. C'est très inégal. Donc ça signifie que le sol a été retourné et pelleté. Cette couche noire, ou disons brunâtre, c'est celle sur laquelle les pilleurs ont marché. Et ce qu'il y a au-dessus s'est accumulé après. Mais on ne peut pas dire s'ils ont creusé comme ça jusqu'au bout. La chambre funéraire a donc été pillée. C'est bien sûr une déception, car c'est généralement là que les plus beaux artefacts sont entreposés. Le pillage des bateaux-tombes, ça a toujours existé. On a cherché à les défigurer, à les détruire en tant que monuments. On a voulu ostensiblement montrer que ces tombes n'avaient plus leur contenu originaux. On peut voir ça comme un jeu de pouvoir. Vous détruisez le monument érigé par vos prédécesseurs dans le but d'asseoir votre pouvoir sur la région.
comme les Américains l'ont fait en démolissant des statues de dictateurs au Moyen-Orient. C'est probablement ce qui s'est passé ici. Les pilleurs ont voulu montrer leur pouvoir en détruisant les monuments de leurs adversaires. Loin de céder à la déception, Christian se remet au travail. La terre peut cacher une multitude de petits objets, comme des pièces, des broches ou des bijoux. C'est pourquoi chaque pelleté est passée au tamis et minutieusement inspectée. Et ce matin, une surprise est sortie de terre. C'est une perle. Une magnifique perle en verre. À la période viking, on portait des perles et des bijoux. Et bien sûr, cette perle pourrait provenir d'un grand collier appartenant à une femme riche qui a été enterrée dans le navire. C'est peut-être le collier d'une grande reine viking. On ne sait pas. Les perles sont des bijoux très prisés des Vikings. Dans les centres urbains, un artisan les façonne. Il les troque ensuite contre des métaux rares, comme l'argent. Il n'est donc pas étonnant de trouver des perles dans une sépulture viking. Il existe des milliers de perles anciennes. Leur différence permet de les classer en fonction de leur forme, de leur couleur ou de leur motif. On peut ainsi définir l'endroit et la date de leur création. Christian pourrait ainsi dater la période de la sépulture. Ça doit être ce genre de perle. Elle a cette ligne en zigzag au milieu, puis deux lignes parallèles des deux côtés. Et puis vous avez des yeux sur les côtés aussi. Ce genre de perles viennent de Méditerranée orientale. Elles sont typiques avec ces yeux. On ne les fabrique nulle part ailleurs. Une fois sa provenance établie, Christian cherche à définir sa période de fabrication. Si elle est contemporaine de l'ère viking, cette perle sera le premier trésor découvert dans le bateau-tombe. Cette perle semble plus récente que le bateau-tombe. Ça signifie bien sûr qu'elle n'en fait pas partie. Elle n'a a priori aucun rapport avec notre sépulture. On l'a trouvée dans les couches supérieures du navire. Elle peut provenir du pillage d'une autre tombe aux alentours. Il faudra donc voir si on trouve plus de perles à l'intérieur du navire. Cette perle est donc une fausse piste. Elle n'a pas été enterrée ici quand ce bateau a été enseveli et n'appartient pas à cette sépulture. Mais Christian a quand même de quoi se réjouir. Petit à petit, une partie de la structure en bois du bateau émerge. Et elle est très bien conservée. Si cette pièce de bois, les clous et les rivets donnent des informations de forme et de structure, ils ne disent rien sur la façon dont les Vikings ont navigué sur ce navire, avant qu'il ne soit enterré ici. Pour cela, il faut s'appuyer sur d'autres sources, dont la plus célèbre est contemporaine de la fin de l'ère viking. La tapisserie de Bayeux est unanimement considérée par les spécialistes de l'archéologie navale comme un document de premier choix pour comprendre l'architecture navale et l'art de la navigation au cours du Moyen-Âge central et notamment durant la période dite viking. Sur sa bande centrale, elle représente 32 navires.
dont la plupart sont illustrés ici dans cette scène qui montre la traversée de la Manche par les armées de Guillaume le Conquérant le soir du 28 septembre 1066. Les embarcations qui sont représentées sur la tapisserie sont purement de tradition scandinave. Ce sont des navires construits à clin, sur une quille, avec un gréement très simple, une voile carrée, qui leur permet de serrer le vent au plus près, c'est-à-dire de naviguer contre le vent, mais également de naviguer à la rame. On distingue clairement sur la tapisserie les houordes, c'est-à-dire les trous du bordage supérieur par lesquels étaient passées les rames. On distingue également le gouvernail, la rame gouvernail qui se trouve à tribord arrière, puisque le gouvernail de poupe n'existait pas encore au XIe siècle. Ces navires se distinguent par une forme qu'on appelle amphidrome, c'est-à-dire que la proue et la poupe sont symétriques, ce qui permet à ces navires de manœuvrer plus facilement dans des chenaux étroits, puisque ces navires sont faits à la fois pour la navigation en pleine mer, mais également de la navigation côtière et fluviale. Un des détails les plus remarquables de la tapisserie, c'est sans doute ces figures de proue et de poupe qui sont représentées à l'avant et à l'arrière des navires. Ces figures de proue en forme de dragon, des drekki, que certains chroniqueurs ont nommé des drekas et donc des drekars, en fait, ont donné le nom de ces navires à l'époque romantique où les auteurs ont nommé tous les navires scandinaves des drakars. Alors, un autre détail intéressant, c'est ce personnage-là, le pilote, celui qui tient donc la rame gouvernail de sa main droite et qui, dans sa main gauche, semble viser avec quelque chose. Alors, il faut savoir qu'au XIe siècle, la boussole magnétique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existe pas. Elle n'apparaît sans doute qu'au cours du XIIe siècle. En tout cas, c'est là qu'on en a les premières traces écrites. Par contre, il est possible que les Scandinaves aient utilisé pour la navigation d'autres systèmes, et notamment une boussole solaire dont on pourrait avoir trouvé la trace lors de fouilles au Groenland en 1948. C'est un petit cercle de bois qui est gravé avec des courbes qui indiquent, en fonction de l'ombre portée par un gnomon central, qui indique finalement la position du nord et qui permet de toujours garder son cap. Il est possible également que les Scandinaves aient utilisé un autre système qu'on appelle la pierre de soleil. Mais là encore, on ne sait pas si c'est vraiment une réalité ou un mythe. En fait, c'est une pierre dont la polarisation permet, par temps couvert ou même de nuit, d'indiquer en fait, la direction du soleil. Ces drakars sont indissociables de la culture viking. Pourtant, ce mot drakar est une pure invention française, qui n'a jamais été utilisée par les Vikings pour évoquer leur navire. Si ce mot est facilement passé dans l'imaginaire commun en France, c'est qu'il s'est constitué avec la figure du Viking auquel on l'associe. Un guerrier féroce, pillant tout sur son passage. Mais la signification du mot viking est tout autre. Viking, c'est un terme qu'à l'époque en Scandinavie, on n'utilisait pas. C'est un terme qu'on voit apparaître dans les stèles commémoratives qu'on appelle les pierres runiques vers la fin de la période viking. Et dans ces cas-là, ça fait référence à un type d'expédition qui a pour but d'acquérir des richesses. Et la manière d'acquérir ces richesses peut être variée. Ça peut être aussi bien par le biais du commerce que par des expéditions militaires. Donc, viking, ce n'est pas une identité, ce n'est pas quelque chose qu'on est, mais c'est quelque chose qu'on pratique.
Le mot français viking provient de l'expression fara i vikingu, qui signifie partir en raid. Viking n'est donc pas une identité, mais une activité qu'on pratique. Celle d'aller chercher la fortune et la gloire en partant en expédition. Les expéditions vikings, elles sont allées dans différentes directions, vers l'Europe de l'Ouest, sur les territoires qui sont aujourd'hui ceux de l'Angleterre et du nord de la France et de la Belgique. Là, on voit un phénomène viking qui se concentre sur le pillage, sur la dimension militaire de cette activité. Vers le nord de l'Europe, en direction de l'Islande et du Groenland aujourd'hui, là, on a une expansion viking qui est plutôt à but colonisateur, ce qui leur a donc permis de s'implanter de façon plus permanente qu'en Europe de l'Ouest. Vers l'Europe de l'Est, par contre, là, on a une expansion qui apparaît essentiellement à but commercial, en direction de l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi du monde byzantin, pour échanger différents produits. Qu'ils se soient adonnés au pillage ou qu'ils aient commercé, les Vikings rentraient dans leur village, le drakkar rempli de richesses. Mais ces expéditions ont aussi été l'occasion de brassage. La période viking en Scandinavie, c'est une période de transformation. Il faut imaginer une communauté assez composite, avec des personnes d'origine locale, mais aussi avec des marchands et des artisans, des esclaves, des missionnaires, des représentants royaux venant d'autres régions, d'Europe du Nord, d'Europe de l'Ouest et peut-être même au-delà. On a la contribution des études ADN sur les sépultures de la période viking en Scandinavie, qui montrent bien la présence de personnes avec un patrimoine génétique qui n'est pas d'origine locale en Scandinavie et qui s'est mélangé aux populations locales. La société viking était donc mélangée. On est loin de l'image des Scandinaves blonds aux yeux bleus. Ces brassages ethniques ont aussi été une source de changements profonds. L'expansion viking, elle a eu aussi un impact très profond sur les sociétés scandinaves. Et cet impact, il se retrouve à la fois sur le plan culturel, politique, social et religieux. Donc on voit une société qui se hiérarchise de plus en plus, avec l'émergence de royaumes qui correspondent aux États de la Norvège, de la Suède et du Danemark aujourd'hui, mais aussi sur le plan culturel, avec une plus grande intégration à la sphère européenne, qui s'opère principalement à travers la conversion au christianisme. Petit à petit, à partir de l'an 1000, les chefs de clans vikings abandonnent leur religion ancestrale et se tournent vers le christianisme. C'est une manière pour eux d'unifier leur royaume. Au XIe siècle de notre ère, toute la Scandinavie devient chrétienne. À Yellowstadt, c'est l'effervescence. Après une année de fouilles intensives, la quille a été mise au jour. Et elle paraît bien conservée. Ils vont maintenant pouvoir la prélever. C'est assez stressant parce qu'elle est mince. Surtout dans la section du milieu. Il y a un endroit très fin qui pourrait se briser. Il y a beaucoup de préparatifs à faire pour prélever la quille en toute sécurité.
On a travaillé pendant 1 an pour arriver à ce moment des fouilles avec l'extraction de la quille. Ce moment précis est la partie la plus inspirante et la plus excitante de toutes ces fouilles. C'est la seule partie de ce bateau-tombe dont le bois est suffisamment intact pour qu'on puisse l'extraire du sol. Elle va beaucoup nous apprendre sur les capacités de navigation de ce navire. Était-ce un navire à rame uniquement ou possédait-il une voile? Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucune preuve de reste d'un mât qui indiquerait la navigation à voile. Donc, on penche plutôt en faveur d'un navire à rame. On ne voit pas de partie cassée. On peut dire que ça s'est très bien passé. Ça va être excitant de retirer les supports et de commencer à la nettoyer. Après avoir passé près de 1000 ans enfouie dans la terre, la quille est très fragile. Il faut constamment l'asperger d'eau pour éviter que sa structure ne se désagrège. La quille doit être exposée à l'air le moins longtemps possible. On doit donc agir rapidement. On doit vite la laver à l'eau, puis opérer un scan 3D afin de voir à quoi elle ressemblait quand on venait de la sortir du sol. Ensuite, on va la placer dans un réservoir d'eau pour la garder au frais, avant de la rapporter à Oslo pour commencer le processus de restauration. À peine le nettoyage terminé, les archéologues s'empressent d'emporter la quille dans son lieu de stockage, un réservoir d'eau fraîche. Le but est de recréer des conditions de conservation similaires à la sépulture. L'étape suivante est l'analyse de cette quille. Elle a lieu à Oslo, au sein d'un laboratoire du musée d'histoire culturelle. L'archéologue Knut Paach est spécialisé dans la reconstruction numérique d'objets archéologiques. Il a notamment modélisé un autre bateau-tombe, le Thun. Hey. C'est la quille? Oui, ça n'est qu'une petite partie. Au total, on a à peu près 9 mètres de quille qui a survécu. Ça a été prélevé à l'avant du navire, non? Oui, c'est ici. Elle est très petite par rapport À Oseberg et à Gokstad. Oui, et même par rapport au Thun. C'est exactly 4,5. 4,5, okay. Cette quille est vraiment plus petite et sa forme est rectangulaire. Les 3 autres navires ont une quille en forme de T. Cela signifie que vous avez une pièce rectangulaire au milieu et vous avez une pièce au-dessus, comme ça. Cette modélisation représente le navire de Thun. Et ici, la quille elle-même est en un seul morceau. Et si on zoome, on voit que la quille ici est assez profonde. En tout cas, beaucoup plus profonde que celle du navire de Yellowstadt. La fonction principale de la quille est de permettre au navire de garder la bonne direction.
Donc, quand il y a beaucoup de vent, on a besoin d'une quille suffisamment profonde si on ne veut pas se retourner. Si vous ramez, ça n'est pas si important. Mais dès que vous utilisez une voile, le navire doit être équipé de ce genre de quille. Les 3 bateaux-tombes déjà découverts avant celui de Yellowstadt ont tous des quilles qui indiquent l'utilisation d'une voile. Ils sont tous également équipés d'un mât. Puisque Oseberg est le premier bateau-tombe en Scandinavie avec un mât et donc une voile, on se demande s'il pourrait y en avoir d'autres avant. On ne connaît pas encore la date de fabrication du navire de Yellowstadt, mais peut-être que les voiles n'étaient pas encore utilisées à ce moment-là. Et donc peut-être qu'ils n'ont fait que ramer sur ce navire. C'est une des questions passionnantes. Mais la quille elle-même n'est pas la seule chose que nous devons considérer. Un navire à rame devrait être plus étroit et pas si large. Et si vous regardez celui-ci, il ressemble beaucoup aux Thunes, à l'Oseberg et au Gokstad, qui avaient tous des voiles. Au-delà de la question du bateau à voile ou du bateau à rame, la quille peut apporter d'autres informations essentielles. La première d'entre elles est la nature de l'arbre qui a servi à sa construction, ainsi que l'endroit où il a poussé. Le bois était un élément vital de la vie des Vikings. À chaque arbre correspondait une fonction. Le chêne et le pin servaient à la construction de bateaux. Avec le bois d'orme, on fabriquait des arcs pour la chasse. Mais la quille de Yellowstadt recèle peut-être une autre information cruciale, la date de fabrication du navire. C'est au Danemark que les investigations se poursuivent. Aoife Daly est une spécialiste de la dendrochronologie, une méthode scientifique qui, en analysant les cernes de bois, permet de le dater à l'année près. Lorsque les arbres poussent, ils produisent un cerne chaque année. En fonction du climat, l'arbre va faire parfois un cerne étroit et parfois un cerne large. L'ensemble de ces cernes devient ainsi une sorte d'empreinte digitale de la croissance de l'arbre. Et on peut voir si cette empreinte digitale correspond à celle d'arbres dont on connaît la période de croissance. On peut en fait établir toute une chronologie de la façon dont les arbres ont réagi au climat depuis l'époque moderne jusqu'aux temps anciens, il y a des milliers d'années. La dendrochronologie permet donc de dater très précisément des objets en bois, en comparant leurs cernes à une base de données de référence. Je vois de nombreux jolis petits cernes. Pour dater la quille de Yellowstadt, il faut d'abord analyser ces cernes. Il s'agit d'un échantillon de la section transversale d'un fragment de la quille. J'utilise une lame très tranchante pour préparer la surface. J'ai besoin d'une surface absolument propre pour pouvoir voir tous les cernes de l'arbre sur toute la longueur. Voilà le dernier et le tout premier. Généralement, lorsque je fais l'analyse d'une épave, j'ai parfois 5, 6, 10 échantillons, voire davantage. Donc j'ai plus de matériel pour trouver des correspondances avec d'autres arbres. C'était un peu difficile de travailler sur le Yellowstadt et son échantillon unique. Malgré la petite taille, la séquence de cernes n'était finalement pas si courte. J'ai compté quelque chose comme 120 cernes. Donc au moins, j'avais une bonne séquence avec laquelle travailler. Mais je n'avais qu'un seul arbre.
Je savais qu'il s'agissait d'une sépulture, et on sait que la tradition des bateaux-tombes remonte à la période viking en Norvège. Ma première intuition a donc été de comparer ce que j'avais avec d'autres bateaux de cette période dans la région d'Oslo. Ensuite, j'ai découvert que j'obtenais une correspondance avec l'un des petits bateaux trouvés dans la tombe de Gokstad. La chronologie du Gokstad 3, c'est la courbe là, en noir. Et la rouge, c'est la séquence que j'ai tirée de la quille du Yellowstad. Et vous pouvez voir que la plupart des pics correspondent. Le cerne le plus à l'intérieur que j'ai mesuré date de 603 et le cerne le plus à l'extérieur de 724. Le dernier cerne de la quille du Yellowstad correspond à l'année 724 et le premier à l'année 603. On pourrait donc en conclure que l'arbre a été coupé en 724 et qu'il a servi à la construction du bateau. Mais il reste une incertitude. Il manque forcément des cernes de bois vers l'extérieur et donc les années qui leur correspondent. On ne sait pas si c'est 2 ans après, 10 ans ou même 50 ans après. Pour connaître la date exacte de la construction du bateau, il va falloir s'appuyer sur d'autres sciences. La dendrochronologie donne en tout cas une information essentielle. Le navire de Yellowstad a été construit après l'an 724. Pour affiner cette date, il va falloir trouver des artefacts. La moindre trouvaille peut résoudre une des énigmes de ce bateau-tombe. Ici, on peut voir l'empreinte d'une hache. C'est une empreinte de rouille très claire. Vous pouvez suivre le contour de la tête de hache en haut, ici. Son manche passait probablement par là. Je pense qu'on va pouvoir savoir de quel type de hache il s'agissait grâce à sa typologie. On pourra ainsi la situer dans le temps. Dater cette hache permettra peut-être d'affiner la date exacte de construction du bateau, mais pas seulement. On associe souvent les armes aux hommes, donc ça suggérerait qu'il s'agit d'un défunt masculin, puisqu'il y a une arme à l'intérieur de cette tombe. Mais on ne peut pas en être complètement certain, parce qu'il y a aussi des armes dans les sépultures féminines. L'archéologie est une science exigeante. Rien n'est acquis. Il faut s'armer de patience pour résoudre toutes les énigmes de ce cold case. Au musée des navires vikings d'Oslo sont stockés de nombreux objets datant de la période viking. Ils sont une mine d'informations pour les scientifiques. En comparant certains d'entre eux aux découvertes de la fouille du navire de Yellowstad, Jan Bill et Christian Rotsrud vont peut-être en apprendre plus sur le défunt du bateau-tombe. C'est un des premiers prélèvements de la fouille que l'on examine. On va voir s'il a bien voyagé. C'est plus qu'excitant. Ce bloc de terre est le prélèvement de l'empreinte de la hache. Jan et Christian aimeraient la comparer à d'autres exemples de haches de l'ère viking. Bon, allons-y pour les comparaisons. Ok. Là, on a un assez bel exemple de hache qui date du début du 9e siècle. Elle est assez comparable, je pense.
Elle a le même genre d'arrondi ici. Et là, c'est un peu plus accentué. Et la lame est assez grande. Oui, c'est vraiment une grosse lame. Oui, très. Et là, on a ces pointes caractéristiques. Peut-être qu'elles ont disparu, ces pointes. Le métal ici est très mince. Cela pourrait donc ne pas être visible. Vous la voulez? Oui, merci. On retrouve la même épaisseur ici. Il est également important d'essayer de la regarder par-dessus. On peut voir qu'elle est plus étroite ici, mais celle-ci a été faite pour être légère. Je suppose donc qu'elle a été faite pour se battre. Oui, c'est une hache de combat. Elle n'est pas faite pour couper du bois ou des choses de ce genre. Et ça, c'est intéressant dans notre contexte. On n'aimerait pas s'en prendre un coup sur la tête. Non, pas vraiment. Donc je pense que c'est probablement plutôt une sépulture d'homme qu'une sépulture de femme. Mais bien sûr, c'est dur à dire sans squelette. C'est vraiment difficile d'être sûr. L'interprétation du genre des défunts, en fonction des objets qui les entourent, est toujours un peu risquée. Le genre est une notion culturelle qui varie selon les époques et les lieux. La tombe de Birka, en Suède, en est un parfait exemple. Sur cette île, entre le milieu du 8e et la fin du 10e siècle, se dressait une ville viking qui a compté jusqu'à 1000 habitants. Ici, on peut clairement voir les marches qui permettaient aux guerriers de descendre la colline rapidement pour rejoindre leur bateau. Aujourd'hui, il ne reste plus de traces apparentes de cette longue occupation. Mais les archéologues suédois ont identifié plus de 3000 sépultures. Seules 1000 d'entre elles ont été fouillées. Il en est une dont l'histoire est particulièrement passionnante quand on s'intéresse à l'interprétation du genre. La tombe BJ 581. Ici, à Birka, il y a une tombe qui est plus connue, mieux documentée et plus riche que toutes les autres. Elle mesure environ 3,5 mètres de long, 1,75 m de large et 1,80 m de profondeur. Cette tombe a été fouillée pour la première fois en 1878 par Hjalmar Stolpe, qui était entomologiste. Il recherchait des insectes ici. Dans cette tombe, il a trouvé un squelette entouré de plusieurs armes. Dans le bas de la tombe, il y avait 2 chevaux, une jument et un étalon, et beaucoup d'autres objets, ce qui suggère que la personne enterrée ici était importante. Pendant plusieurs années, on a pensé qu'il s'agissait d'un homme. Mais dans les années 1970, le squelette de Birka a été étudié par une archéologue qui a émis l'hypothèse que ce n'était pas un homme, mais une femme. Mais personne ne l'a prise au sérieux. En 2010, des analyses ADN ont été effectuées sur ce squelette pour un projet de recherche. Et quand les résultats sont arrivés, il n'y avait aucun doute possible. C'est bien une femme qui a été enterrée ici.
Je pense qu'on a tenu pour acquis que c'était un homme lors des fouilles à la fin des années 1800 parce que c'était la norme. Les hommes sont des guerriers, les femmes sont à la maison et s'occupent des enfants. Mais chez les Vikings, le statut était plus important que le genre. Le fait d'être issu d'une bonne famille avait plus d'importance que d'être un homme ou une femme. À l'ère viking, le statut social est donc plus important que le genre. Mais seuls les personnages faisant partie de l'élite étaient enterrés dans des tumuli. L'un des plus emblématiques de Norvège est celui du bateau-tombe de Gokstad. En 2013, l'archéologue Rebecca Cannell a étudié ce tumulus. Quand le tumulus de Gokstad a été construit vers 900 après Jésus-Christ, il était dans un paysage qui était déjà très dense. À seulement 500 mètres au sud, il y avait une colonie commerciale active. Donc vous aviez de petites maisons et des tentes. Et autour de ce site commercial, un peu plus bas, il y avait d'autres tumuli déjà implantés là. L'emplacement du tumulus de Gokstad n'a pas été choisi pour être visible de loin. Cet emplacement a été choisi parce qu'il est très central. Le défunt enterré ici aura donc été très visible pour les gens qui étaient censés le voir. Souvent, on suppose que plus les tumuli sont grands, plus on veut montrer le pouvoir et l'influence du défunt. Mais cela ne fonctionne tout simplement pas pour l'âge viking. Pour les gens qui ont construit ces monticules, le plus important n'était pas leur taille, mais plutôt les personnages qui étaient enterrés, les objets qu'ils contenaient et les liens que cela créait avec la communauté. On interprète souvent à tort le pouvoir comme le fait de régner par la menace et la violence. Mais ce genre de pouvoir est très éphémère. Il peut être facilement contesté et détruit. Le genre de pouvoir qui émane des grands tumuli, comme celui de Gokstad, est un pouvoir qui était considéré comme légitime par les gens et la communauté qui vivaient ici. Donc c'est une sorte de pouvoir que la communauté voulait perpétuer, en créant des souvenirs qui relient toute la communauté à ces personnes enterrées. Ces monticules étaient principalement construits pour les populations locales. Ils servaient de liant à la communauté. Ils permettaient de partager une histoire commune et avaient pour but de cimenter la société. Les rites funéraires sont très importants, car il s'agit d'une société orale et par conséquent, ces rites sont liés à une transmission d'histoires racontées. Les rites funéraires, en particulier pour les tumuli importants comme ceux de Gokstad ou de Losberg, peuvent être appréhendés comme un spectacle où différentes parties de la communauté se rassemblent et s'impliquent ensemble pour créer une nouvelle histoire. Et cela crée une persistance de la mémoire. La veillée funèbre et l'enterrement sont des rites destinés à préparer le passage du défunt au Valhalla, le royaume des morts du dieu Odin.
La famille rassemble ses armes, dépose de la nourriture, des boissons et des parures. Si la crémation est le rite funéraire le plus répandu, se faire enterrer dans son bateau était l'apanage des personnages les plus puissants. Les archéologues ont dénombré plus de 20 000 tumuli datant de l'âge viking en Norvège. Mais le chiffre réel doit être bien supérieur. Car comme à Yellowstadt, les agriculteurs modernes ont souvent aplani leurs champs pour les cultiver. Ces sépultures n'ont bien sûr pas toutes abrité des rois ou des princes. Parfois, des gens bien plus modestes y sont enterrés. L'une d'elles a été découverte à Vinjeora, au centre de la Norvège, non loin de la ville de Trondheim. C'est au Muséum d'histoire naturelle et d'archéologie que tous les artefacts issus des fouilles de cette tombe sont entreposés et analysés. L'archéologue Raymond Sauvage dirige les recherches. Plus de 400 objets, armes et bijoux ont été mis au jour dans 19 tombes. Voici les restes de 2 bateaux-tombes que j'ai découverts avec mes équipes en 2019 à Vinjeora, en Norvège. On pouvait voir la forme d'un bateau dans le sol. Et lorsque l'on a commencé à fouiller, on a trouvé 2 lignes de rivets. On a tout de suite vu qu'ils étaient différents. Et on a compris qu'il y avait 2 bateaux. On a repéré l'emplacement des rivets in situ, et cela nous a permis de reconstruire un modèle en 3D de ces 2 bateaux. On voit clairement qu'il y a un bateau de 7 mètres, à l'intérieur d'un bateau plus grand qui fait environ 9 mètres. Si les bateaux-tombes restent assez rares, un tumulus contenant 2 bateaux-tombes l'est plus encore. La première question que s'est posée Raymond Sauvage était de savoir si les 2 bateaux ont été enterrés en même temps ou à des dates différentes. Les nombreux objets de cette tombe sont de précieux indices pour répondre à cette question. Quand on est arrivé au niveau du bateau le plus bas, le grand bateau, on s'est rendu compte que les objets à l'intérieur étaient plus anciens. Il y avait notamment une épée d'environ 1 mètre de long. C'était une épée à un seul tranchant, c'est typique du 8e siècle ici en Norvège. Donc ce premier bateau date d'un peu avant l'âge viking. Et dans le plus petit bateau, il y avait des objets qu'on a datés du 9e siècle. Donc 50 ans, ou peut-être plus, séparent ces 2 sépultures. Il n'y avait pas de squelette. Ils ont disparu à cause de l'acidité du sol norvégien. On s'est donc basé sur les artefacts pour déterminer le sexe des personnes enterrées. Dans la tombe la plus ancienne, il y avait des armes. Il y avait des restes d'un bouclier. Il y avait des pointes de flèches, des couteaux. Et bien sûr, la grande épée à un seul tranchant. Tout ceci est typique d'une tombe de guerrier masculin. Dans le bateau situé au-dessus, on a trouvé des bijoux, des broches ovales, qui sont typiquement des accessoires vikings pour femmes.
Ici, on a des restes d'incrustations en argent et de la dorure. C'est un merveilleux objet. On a aussi des ciseaux et des perles d'ambre qui ont été importées de la Baltique. Tout cela prouve qu'une femme et un homme ont été enterrés à 50 ans d'intervalle. Être enterré dans un bateau, c'est un gros investissement financier. Cela montre qu'il s'agissait de gens qui possédaient des terres dans la région, des gens haut placés. À l'ère viking, les ancêtres étaient très importants pour la population. Le culte des ancêtres faisait partie intégrante de la religion. Je pense que c'est dans ce contexte qu'on doit appréhender cette étrange double sépulture. La deuxième sépulture crée un lien avec le passé et réaffirme clairement qui possédait cette ferme et ces terres, pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il s'agissait de leur terre. Si on regarde les grands bateaux-tombes de l'est de la Norvège, comme le Yellowstad, ce sont des gens qui affirment leur pouvoir au reste du monde. Vous êtes sur leur terre. Et c'est la même chose à Vinjeora, mais à une échelle beaucoup plus petite. Ce sont des fermes qui sont en quelque sorte en concurrence les unes avec les autres pour conserver leur territoire. Pour les grands bateaux-tombes, on a affaire à des rois, aux couches supérieures de la société. C'est donc un autre type de contexte. Mais fondamentalement, les buts recherchés sont identiques. Quel que soit le bateau-tombe, les intentions sont toujours les mêmes. Affirmer un pouvoir, une possession de terre, une zone d'influence. Roi ou reine, la personne enterrée à Yellowstad a dû jouir d'un immense pouvoir de son vivant. Plus de 1000 ans après son enterrement, les archéologues travaillent sans relâche depuis plus d'une année sur sa tombe. Les fouilles sont bientôt terminées et une surprenante découverte sort de terre. Un amas de petites perles. Cette fois-ci, elles semblent bien contemporaines du bateau. Wonderful, looks good. Profitant des derniers rayons de soleil, Christian tamise des mottes de terre. Il garde l'espoir d'une dernière et ultime belle découverte. Et il est exaucé. Sous le Barnum, ses équipes viennent de déterrer une énorme perle d'ambre. Avant de la nettoyer, il faut que je la montre à Christian. Je préfère le faire sous la supervision de quelqu'un. C'est vraiment une perle très rare. Et clairement la plus belle que j'ai jamais vue dans des fouilles. C'est extraordinaire. Finir enterré dans un bateau, c'est assez spécial. Ce genre d'objets sont des marqueurs dans les sociétés de l'âge viking. On a affaire à une classe supérieure. Cela pourrait aussi indiquer que nous avons affaire à une sépulture de femme. Je trouve que c'est un peu plus spectaculaire que ce soit une femme plutôt qu'un homme. Tout le monde s'attendait à une sépulture de roi. C'est donc assez spectaculaire si c'est en fait une femme qui a été enterrée là. Cette perle est un indice qui fait pencher la balance vers une reine plutôt qu'un roi.
Mais sans son squelette et l'ADN qu'il contient, on ne pourra pas avoir une réponse définitive sur le genre du défunt. Mais l'essentiel n'est pas là. Les archéologues ont mis au jour un bateau-tombe d'une envergure inégalée depuis plus de 100 ans. Le navire de Yellowstadt restera, quoi qu'il arrive, une découverte archéologique majeure du XXIe siècle en Norvège. Cette sépulture dévoile un peu plus qui étaient les Vikings. Un peuple de paysans, où les femmes avaient une place importante dans la société. Ils ont révolutionné les techniques de navigation, ont commercé avec toute l'Europe et se sont métissés au contact d'autres populations. Aujourd'hui, leurs descendants reflètent encore ces brassages. Bien loin du mythe d'une communauté homogène de grands guerriers blonds, aux yeux bleus.